Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique juridique. Logique juridique. Fondé par Gérard Marcoux, dirigé par Jean-Claude Nemery et Thomas Perroux. Le droit n'est pas seulement un savoir, il est d'abord un ensemble de rapports et pratiques que l'on rencontre dans presque toutes les formes de société. C'est pourquoi il a toujours donné lieu à la fois à une littérature de juristes professionnels, produisant le savoir juridique, et à une littérature sur le droit, produite par des philosophes, des sociologues ou des économistes notamment. Parce que le domaine du droit s'étend sans cesse et rend de plus en plus souvent nécessaire le recours au savoir juridique spécialisé, même dans des matières où il n'avait jadis qu'une importance secondaire, les ouvrages juridiques à caractère professionnel ou pédagogique dominent l'édition, et ils tendent à réduire la recherche en droit à sa seule dimension positive. À l'inverse de cette tendance, la collection Logique juridique des éditions L'Harmattan est ouverte à toutes les approches du droit. Tout en publiant aussi des ouvrages à vocation professionnelle ou pédagogique, elle se fixe avant tout pour but de contribuer à la publication et à la diffusion des recherches en droit, ainsi qu'au dialogue scientifique sur le droit. Comme son nom l'indique, elle se veut plurielle. Dernière parution. Amer TABBARA, les actions de groupe dans le contentieux international, 2020. Mathieu Bochard, Emmanuel Macron et l'imposition de la richesse, la politique fiscale des hauts revenus et patrimoine entre 2019 et 2019-2020. Newton Tavares Filho, Juger les lois, l'activisme du Tribunal suprême au Brésil 2020. Bala Cissé, le juge, la doctrine et le contrôle des lois de révision de la Constitution 2020. Boris Barrot, la prospective juridique 2020. Virginie Lanceron, la fonction de coordination en droit public 2019. Abir ELMEKKI, les réserves au traité relatif aux droits de l'homme, évolution récente 2019. Bena Hakimi, protection de la faune sauvage dans l'Union européenne et principe de proportionnalité 2019. Jean-Nazaire Tama, nouveau droit de la responsabilité de protéger, droit international public et régional 2019. Catherine Teitgencolly et Olivier Renaudy dire Confiance et droit public 2019. Remerciements. Je voudrais tout d'abord remercier Madame le professeur Marie Goré, experte en droit comparé sino-français, pour ses encouragements et ses conseils qui m'ont soutenu et dirigé à chaque moment clé. Ses connaissances, son efficience et sa bienveillance me laissent une impression inoubliable, et je suis vraiment fière d'avoir l'occasion de travailler sous sa direction. Je voudrais remercier Monsieur le professeur Hervé Lécuyer. Grâce à son invitation, mes études sur le droit comparé des contrats pourraient s'approfondir en France. Je voudrais remercier en particulier Madame Marie-Lise Ebrard et Monsieur Jouet Tang, sans qui cette étude ne pourrait pas réaliser. Je tiens à remercier le ministère de l'Éducation de la République populaire de Chine et le China Scholarship Council qui m'accorde une bourse nationale chinoise pour ces années d'études à Paris. Merci également à tous ceux qui m'accompagnent et m'aident tout au long de ce travail. Ma grand-mère et mes parents sans qui rien n'aurait pu se faire, mes professeurs et mes amis proches dans les 4 coins du monde avec qui cette route devient ensoleillée. Il faut remercier de toute façon la vie qui m'apporte des défis et des chances, des larmes et des sourires, avec lesquels tout ce que l'on a traversé aura des valeurs. Résumé. La théorie des prérogatives de contrat administratif transplanté du droit administratif français a invoqué un débat de longue période dans la communauté judiciaire qu'une législation nationale unifiée a toujours été absente, même aujourd'hui. En fait, dans le droit administratif français lié qui se compose principalement par la jurisprudence dans ce domaine, il y a non seulement une série de conditions préalables pour réaliser chaque prérogative, mais aussi un mécanisme de protection qui maintient un équilibre financier du contrat pour la justice finale. Or, sur la base d'une préférence pour les pouvoirs publics enracinée dans les traditions juridiques et le régime politique de la Chine, combiner certaines situations actuelles contemporaines, les chercheurs chinois ont partiellement mis en évidence la première, mais ignoré la seconde, conduisant à l'échec de cette transplantation juridique. En fait, comme une sorte de pouvoir administratif, la prérogative ne doit pas être considérée dans le propre système de contrat qui se compose par les droits et obligations consensuels,
mais se réfère à la compétence légale de l'administration qui doit être contrôlée par la responsabilité légale. De plus, cela peut s'interpréter aussi comme la rupture de contrat, de sorte que l'administrateur doive prendre la responsabilité contractuelle fondée sur la théorie de la responsabilité sans faute, la relativité de contrat et la force de contrat, au lieu de la légalité au sens étroit. La responsabilité administrative dans ce domaine devrait par conséquent être attribuée à la rupture de contrat, à l'endommagement et à l'illégalité. Peu importe quel modèle serait suivi par la législation à l'avenir, un système judiciaire indépendant et influent dans la pratique sociale sera la protection ultime de tous les systèmes juridiques incluant le contrat administratif en Chine. Descripteur: contrat administratif, prérogative, équilibre financier, fait du prince, imprévision, force majeure, service public, responsabilité administrative, responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle, responsabilité légale, indépendance judiciaire. 11 Administrative Contract in China, à comparative respective. Abstract. The theory of prerogative of administrative contract transplanted from the French administrative law has triggered such a long-time debate in a judicial community that a unified national legislation has been absent even today. Actually, in the French administrative law, composed mainly by case law in this domain, there is not only a series of conditions to enforce each prerogative, but also a protective mechanism to keep a financial balance of contract for the final justice. However, based on a preference to the power rooted from the legal tradition and the political regime of China, combined with certain contemporary facts, Chinese researchers have partially highlighted the former but ignored the latter, leading to the failure of this legal transplant. Actually, a type of administrative power, the prerogative should not be considered into the proper system of contract composed by the conventional rights and obligations, but refer to the legal authority of administration that should be controlled by the legal responsibility. In addition, it could be considered as a breach of contract too, so that the administrator should take the contractual responsibility based on a theory of no fault, on the relativity of contract, and on the force effect of contract. Thus the administrative responsibility hereof could be assumed for the breach of contract, for the quasi-tort out of contract and for the illegality. No matter which pattern would be followed by the future legislation in China, an independent and influential judicial system should be the final protection of all legal systems including the administrative contract hereof. Keywords: administrative contract, prerogative, financial balance, protective mechanism, administrative responsibility, contractual responsibility, responsibility for infringement, legal responsibility, judicial independence. Yingyi 51, enseignante-chercheuse à l'École normale supérieure à l'Est de la Chine, avocat inscrit au barreau de Shanghai, titulaire d'un doctorat en droit de l'Université Paris II, Panthéon-Assas, auteur d'une dizaine d'essais publiés, s'adonne à l'étude du droit comparé des contrats. Principales abréviations. Introduction. Un contrat administratif en Chine, une confusion. 1. Depuis le droit romain antique, il a été bien accepté comme une règle universelle que les conventions signées par des personnes privées dans la société civile peuvent être reconnues et protégées. Au siècle des Lumières, en réponse à l'avènement et la diffusion des ouvrages classiques tels que le Traité du gouvernement civil de John Locke, de l'Esprit des lois de Montesquieu, du contrat social, et Principes du droit politique de Jean-Jacques Rousseau, le peuple a progressivement commencé à penser et à croire que les pouvoirs nationaux puissent être séparés les uns des autres tout en étant contrôlés afin de créer une société ordonnée et raisonnable. 2. Après la Révolution française au XIXe siècle, en suivant la pratique sociale, le rôle du gouvernement a peu à peu évolué d'un gestionnaire administratif à un fournisseur de services publics. Mis à part des actes administratifs unilatéraux, le gouvernement s'est progressivement servi d'un moyen nouveau et modéré, soit le contrat, pour atteindre ses buts de gestion sociale et de services publics. En même temps, le peuple s'est peu à peu aperçu que le gouvernement, étant le sujet traditionnel du pouvoir administratif, pourrait aussi être considéré comme un sujet admissible du contrat une fois qu'il s'est mis sous la protection effective du droit procédural et du pouvoir juridique.
En effet, il semble que l'on préférait ce nouveau type de coopération, par laquelle les citoyens pouvaient exprimer explicitement et activement leurs avis, leurs opinions, leurs accords et leurs oppositions. Tout cela a changé la relation existant entre l'administration et l'administré, laquelle jusqu'alors était une forme pure de l'obéissance unilatérale. 3. En Orient, à partir du milieu du XIXe siècle, la Chine a emprunté le chemin tortueux vers la modernisation de son système juridique. Auparavant, le système juridique chinois traditionnel était sous l'influence forte de l'idéologie confucianiste fondée sur le système patriarcal de la famille, qui soulignait particulièrement l'obéissance et l'ordre, s'agissant principalement des rites ayant pour but de maintenir le fonctionnement de la société civile. Alors que la loi existait plutôt comme un outil pratique pour le contrôle social et la répression pénale. En d'autres termes, dans le contexte de la Chine ancienne, le terme loi vaut en grande partie des peines comme le droit pénal d'aujourd'hui. À travers les différentes dynasties, même à l'époque où l'ethnie de Han a été gouvernée par d'autres ethnies minoritaires, par exemple sous la dynastie Qing, il y a toujours un fait qui ne peut pas être dénié. La culture traditionnelle chinoise représentée par le confucianisme est tellement puissante et influente en société chinoise que les dirigeants, peu importe leur provenance, ne pouvaient que s'adapter à celle-ci pour maintenir une société fonctionnant comme d'habitude et un régime stable. Par conséquent, le confucianisme s'est trouvé toujours prédominant dans la communauté chinoise. Cette tradition, à compter de la dynastie de Han de l'Ouest, y aurait déjà duré plus que 2000 ans. 4. Au milieu du XXe siècle, le Parti communiste chinois a saisi le pouvoir national et est devenu le seul parti au pouvoir. Il prend le marxisme-léninisme et le maoïsme comme les principes idéologiques de la vie populaire et les orientations fondamentales de l'État. Sous l'influence de leurs théories étatiques telles que la dictature du prolétariat et la révolution violente, le confucianisme traditionnel a été rapidement effacé de la société en surface, alors qu'un système juridique moderne n'a pas encore été véritablement établi en substance. Les paroles de dirigeants représentaient la loi, les mouvements de masse remplaçaient la justice. Les deux facteurs historiques et politiques précités se sont combinés de sorte que l'environnement juridique de Chine contemporaine et la psychologie de peuple chinois d'aujourd'hui ont été bien affectés. 5. Au fil de la réforme et de l'ouverture débutée en 1979, compte tenu d'un absolu désordre social pendant la révolution culturelle de 1966 à 1976, la Chine a commencé à donner un sens concret à la modernisation juridique. Les années 1980 ont été bien considérées comme une période de liberté et prospérité pour des pensées en Chine. Il est apparu de nombreux ouvrages présentant systématiquement les régimes de droit des pays occidentaux. Parmi eux, le droit administratif français publié en 1988 est probablement l'introduction le plus tôt mais assez influente aujourd'hui sur les régimes français de services publics et contrats administratifs. Toutefois, en raison de la particularité du système national chinois, sous la double influence de la théorie limitée et la psychologie sociale, la théorie fondamentale en droit administratif français, soit le service public, a été considérée plutôt comme une pensée abstraite dans la pratique juridique en Chine même de nos jours. Le sujet brûlé des débats parmi des chercheurs chinois en droit public est encore de trouver laquelle conviendrait le mieux à la situation étatique actuelle parmi la théorie de la gestion administrative, la théorie du contrôle de pouvoir et la théorie de l'harmonie qui combine les deux précédents. 6. En vertu du contexte chinois de la non-séparation du pouvoir national, la non-indépendance judiciaire et la non-distinction entre le parti et l'administration, il est assez difficile, tant pour les personnes administratives que leurs administrés, même pour d'autres peuples ordinaires, de considérer le gouvernement comme un coopérateur au lieu d'un gestionnaire tant en psychologie sociale qu'en système juridique. Par conséquent, il n'est pas difficile d'imaginer à quel point il était controversé d'établir en Chine un nouveau régime de contrat administratif transplanté du droit français ces dernières années. 7. Cependant, les réformes sont en train de se développer actuellement. Que les gouvernements et leurs administrés se sont engagés par voie de négociation sur leurs droits et obligations respectives, existe objectivement depuis 1979 dans la vie quotidienne.
C'est une réalité sociale substantielle qui ne pourrait pas être ignorée ni évitée. Par conséquent, il est devenu une mission réelle et urgente pour les juristes chinois d'étudier complètement et profondément les théories et les régimes de contrats administratifs, afin d'établir un système applicable en Chine et finaliser la codification nationale dès que possible. 8. La France est nommée « la patrie du droit administratif ». Un régime relativement sophistiqué en contrat administratif a été établi sous le système distingué du dualisme juridictionnel combiné avec un grand nombre de sources du droit, soit les lois écrites élaborées par législateurs, les jurisprudences expliquées par juges administratifs et de nombreuses théories académiques résumées par juristes. Tout cela ne peut pas être ignoré. 9. En Chine, néanmoins, bien que des juristes en droit public généralement préconisaient d'ajouter un chapitre spécial de contrat administratif à la future loi des procédures administratives comme le système allemand, mais ils insistaient aussi pour le modèle français, soit un régime exorbitant plein de prérogatives administratives. Cela a immédiatement provoqué une réaction sévère et un débat redondant dans la communauté juridique en Chine. Selon certains points de vue, bien que la Chine ait établi un système de dualisme juridictionnel comme celui d'autres pays de droit civil, c'est-à-dire que le tribunal administratif a été installé à chaque échelon juridictionnel, indépendant et séparé du tribunal civil, le tribunal commercial et le tribunal pénal, mais cela reste encore très loin du modèle français dans lequel les tribunaux administratifs peuvent fonctionner indépendamment en tant qu'ordre juridique particulier, sans parler des juges administratifs chinois n', étant jamais indépendants de l'administration et le parti. 10. D'ailleurs, les théories et les systèmes en droit civil chinois contemporain se sont formés avec le développement social et la prospérité économique amenés par la politique de réforme et ouverture. Les concepts fondamentaux, tels que l'autonomie de la volonté et les dommages-intérêts, ont été bien acceptés et soutenus au moins dans la communauté juridique. Ainsi l'émergence d'une autre théorie étrangère sur des contrats signés par gouvernement, préconisant une série de prérogatives étendues à l'extérieur des clauses négociées et confirmées par consentement, a immédiatement provoqué des questions et des défis de nombreux chercheurs et professionnels en droit chinois. 11. Certains juristes, vu le principe essentiel de l'égalité, ont proposé que le gouvernement n'ait pas encore le droit de s'engager à un contrat. D'autres, vu l'exigence de sujet à statut égal, stipulée essentiellement par la loi des contrats chinoise, ont proposé que le gouvernement et l'administré ayant un statut inégal ne puissent pas conclure un contrat. De nombreux ont encore indiqué, vu que c'est la Constitution qui confère à l'administration le pouvoir exécutif qui ne peut pas être arbitrairement mandaté, que le gouvernement n'ait pas de droit de transmettre ses pouvoirs, soit plutôt ses devoirs constitutionnels, à autrui par voie de contrat. En revanche, les partisans de la théorie du sujet civil de l'État ont proposé que le contrat signé par l'autorité soit essentiellement un contrat civil, donc le prétendu contrat administratif ne soit qu'une simple proposition fausse, sinon ses contenus déséquilibrés et ses règles exorbitantes d'exécution identifieraient comme un acte unilatéral. 12. Les propositions doctrinales restent tellement différentes et éloignées les unes des autres, que la codification et l'institutionnalisation de contrats administratifs demeurent assez longues et sinueuses à mettre en place en Chine. Ainsi, le régime de contrat administratif se trouve toujours à une phase de discussion théorique. Même s'il est apparu certaines législations expérimentales à l'échelle provinciale, mais une législation nationale unifiée n'a pas encore été formée aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de revenir à l'origine de ce système juridique, soit le droit français d'où vient la notion de contrat administratif, en explorant les causes précises et les essences véritables de ces contrats et les prérogatives de gouvernement, surtout l'environnement juridique et le contexte social qui ont permis leur fonctionnement depuis longtemps. 2. France, le pays d'origine des prérogatives administratives. 13. En France, il est communément admis que le contrat administratif soit conclu pour la réalisation de services publics. Par rapport au contrat privé dans le cadre du droit français, sa particularité se trouve principalement dans certaines clauses et régimes exorbitants, qui n'ont pas été acceptés dans le système de contrat privé.
Les juristes français les ont résumées sous le terme de prérogatives, en les classifiant en 4 grandes catégories selon les jurisprudences correspondantes. La direction et le contrôle au long de l'exécution de contrats, la modification unilatérale et la résiliation unilatérale pour l'intérêt général, et la sanction pour la faute du cocontractant. 14. Cette spécificité est supportée principalement par la théorie dominante de la fonction gouvernementale en France, soit le service public. En tant qu'organisateur et protecteur de services publics variés dans une société donnée pendant une certaine durée, l'autorité doit garantir une fourniture continue de services publics et répondre en même temps à une nature variable de services publics. Ainsi, le gouvernement est en pouvoir à tout moment d'intervenir et s'ajuster à tout ce qui se passe pendant l'accomplissement du contrat par lequel il a confié un certain service public à un tiers. Pour cela, la conservation des prérogatives est logiquement nécessaire et raisonnable. 15. Or, il faut souligner en particulier que cette disposition se trouve seulement dans le cadre d'une préférence de valeur poursuivie par l'administration. La priorité de service public, définie par la priorité de l'intérêt général, ne signifie pas nécessairement que la perte de cocontractant, ou l'intérêt privé, doivent être légalement et raisonnablement négligés. Au cas où un cocontractant n'avait aucune faute, mais ses intérêts ont été violés par l'exercice des prérogatives, il y aurait encore des mesures légales visant à la responsabilité administrative d'indemnisation dans le même régime français de contrat administratif. Plus précisément, afin de contrôler les prérogatives et d'autres cas similaires au quasi-délit administratif, les juges administratifs ont aussi créé le principe de l'équilibre financier, la théorie du fait du prince, la théorie de l'imprévision, la force majeure et d'autres régimes de responsabilité. Tout cela constitue un mécanisme complet de protection qui combine la responsabilité contractuelle et la responsabilité administrative en droit français. 16. Compte tenu de tout cela, le panorama véritable du système de contrat administratif en France pourrait s'interpréter comme suit. La performance de contrat administratif peut subir des changements, mais l'équilibre économique de contrat administratif ne peut pas être brisé. Le cocontractant de bonne foi qui subit des pertes sera indemnisé, sous la règle générale de l'équilibre financier. Une telle disposition de régime atteint généralement à l'impartialité et la justice en soutenant à la fois la priorité de l'administration, l'intérêt général et la protection de cocontractants contre des pertes possibles, qu'elles soient écrites et donc devenues des droits et obligations contractuelles des deux parties comme clause de contrat, ou qu'au contraire elle existe toujours à l'extérieur du contrat signé et donc soit venue de plein droit comme responsabilité légale. C'est une des raisons pour laquelle un tel système de contrat administratif a bien fonctionné depuis des siècles, et a formé un modèle unique et remarquable qui a été largement accepté en France, même s'il a dû subir l'influence du droit de l'Union européenne ces dernières années. 3. Raisons pour la transplantation juridique défectueuse. 17. Cependant, la transplantation juridique du contrat administratif de France à Chine a été faite uniquement au niveau des prérogatives, sans voir les mesures de protection. Le régime entier des prérogatives de contrat administratif aurait dû comprendre originellement le principe de l'équilibre financier, la théorie du fait du prince et la théorie de l'imprévision. Ainsi, la théorie des prérogatives chinoises se trouve déficiente lors de la construction du système de contrat administratif, ce qui a suscité de nombreuses controverses relatives aux contrats administratifs en Chine. Peu importe quelle théorie s'applique, ou quels moyens s'utilisent, il est assez difficile de justifier une telle sorte de pouvoir dans un système de contrat qui a été assez développé et sophistiqué. Par conséquent, la mission de la transplantation juridique de contrat administratif n'a pas encore été accomplie. 18. La formation d'une telle situation ne peut pas s'analyser en s'écartant de l'environnement juridique contemporain en Chine. En raison de sa politique et son histoire, la Chine a commencé la modernisation du régime juridique en retard. À part le système juridique de 6 codes établi par la République chinoise et poursuivi continuellement par Taïwan contemporain, en plus des régions juridiques spéciales telles que Hong Kong et Macao,
Les sources de droit chinois qui font référence à cet article viseront principalement aux normes juridiques de Chine continentale qui se sont rétablies au long de la réforme et l'ouverture depuis 1979, mais en gardant encore des marques de L', époque antérieure. 19. Parmi elles, dans le domaine du droit privé, les 3 anciennes lois des années 1980 sur les contrats économiques favorisant l'investissement étranger ont été finalement unifiées par une législation nationale en 1999, soit la loi des contrats. Mais celle-ci a délibérément exclu son application aux contrats administratifs. D'autre part, dans le domaine du droit public, en raison du régime politique, les juristes en droit administratif demeurent largement sous la direction de la théorie de la gestion administrative qui représente, en substance, l'idéologie officielle et dominante du parti au pouvoir. En conséquence, en Chine, le droit administratif est considéré comme l'ensemble de normes et de règlements qui se développent autour du fonctionnement du pouvoir administratif même aujourd'hui. 20. C'est pourquoi une fois que la théorie des prérogatives est apparue en Chine, elle a été préférée généralement par les administrateurs et les juristes en droit administratif, s'est largement répandue et s'est rapidement adaptée à la circonstance particulière du système juridique chinois. Enfin, elle est parvenue à une position dominante dans ce domaine. En même temps, au contraire de cette prospérité, le mécanisme de protection du cocontractant en droit français a été rarement mentionné. Ainsi, il est de toute évidence que les études systématiques et complètes sur le contrat administratif sont très retardées. 21. En France, pendant plus que 200 ans de développement, s'est formé un système judiciaire incluant 2 ordres parallèles et indépendants, soit le dualisme juridictionnel. Grâce à cela, les règles de contrat administratif peuvent se construire et s'interpréter séparément par les juges administratifs et les juristes administratifs sous la compétence de l'ordre administratif, en évitant une intervention inappropriée des règles de contrat privé. En Chine, néanmoins, il n'y a pas encore de tel environnement juridique, mais au contraire il existe une tradition forte de l'intervention de pourvoirs administratifs. Bien que les prérogatives aient pour substance du pouvoir exécutif, elles demeurent toujours sous une forme déguisée du contrat. S'il n'y a pas de mécanisme de protection pour les réglementer raisonnablement et contrebalancer efficacement, il existera toujours des tendances et des risques dans lesquels l'autorité en abuse. 22. De plus, le système juridique de la Chine n'est pas véritablement dualiste au fond. Certaines règles fondamentales de contrat commun qui soulignent la contrainte d'engagement et l'effet de consentement, soit la loi des parties qui existe en Occident depuis le droit romain, ont aussi été largement acceptées comme les principes essentiels au moins dans la communauté juridique chinoise. Même si le contrat a été expliqué comme une nouvelle méthode d'administration à remplacer l'acte unilatéral administratif, ou bien comme une forme substitutive à appliquer le pouvoir exécutif, une fois que ces caractéristiques essentielles sont perdues, la fonction et l'effet du contrat seront considérablement réduits, et le présupposé contrat administratif ne pourra qu'être traité comme acte unilatéral. 23. Compte tenu de tout cela, afin de construire un régime de contrat administratif plus convenable en Chine, il faut quitter l'environnement français du dualisme juridictionnel et revenir à l'environnement juridique chinois contemporain, examiner et analyser de nouveau la théorie des prérogatives administratives en associant les règles essentielles de contrat privé qui sont encore assez influentes dans ce domaine en Chine. 4. Une autre interprétation des prérogatives. 24. Dans les pays de droit civil où existe une séparation relativement claire entre le droit public et le droit privé, les méthodologies de recherche respectives sont aussi relativement différentes et indépendantes. Pour la révision et la réinterprétation des prérogatives dans l'environnement juridique chinois, il est inévitable de rencontrer de nombreuses questions préalables différentes du cadre juridique français. Cela est non seulement crucial pour comprendre exactement la nature des prérogatives administratives dans le contexte juridique chinois, mais aussi une préparation nécessaire pour la construction d'un régime approprié de contrat administratif en Chine. 25. 1. La séparation de pouvoir et le régime juridique. Avec la fin de la guerre froide, vu la position prédominante des États-Unis,
Les chercheurs chinois contemporains se familiarisent plus avec la théorie de la séparation de pouvoir du modèle américain qui s'est formé historiquement sous l'influence des auteurs classiques pendant le siècle des Lumières et les pères fondateurs américains. Le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire ont été séparés, mais aussi devaient se contrôler pour former une contrebalance efficace. Fondé sur un élément définitif du monisme judiciaire dans le système de common law, le pouvoir judiciaire a saisi la compétence conférée par la Constitution américaine pour examiner et contrôler les actes d'administration. 26. Cependant, en France, au long de la Révolution dès 1789, les pratiques politiques et juridiques ont rendu unique le régime réel du droit public. Son système de tribunal administratif au début était un mécanisme d'autocontrôle et d'autocorrection à l'intérieur de l'ordre d'administration, afin d'éviter des ingérences dans les affaires administratives des juges judiciaires qui les avaient souvent empêchés avant et pendant la Révolution. Pour cela, les politiciens français pendant la Révolution ont délibérément proposé une autre explication sur la théorie de la séparation de pouvoir qui est devenue très différente de celle présentée dans la Constitution américaine. Le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire doivent toujours être séparés. Le pouvoir judiciaire ne peut pas interférer dans l'administration. L'administration dispose de son propre système de tribunaux juridiques, qui a la compétence d'évaluer et de juger les actes gouvernementaux. En bref, juger l'administration, c'est encore administrer. 27. Cela a établi progressivement un autre ordre juridique distinct et parallèle de l'ordre judiciaire à l'intérieur de l'administration, qui, en évoluant et en s'améliorant pendant 200 ans, a gagné sa crédibilité publique comme un système indépendant de justice dans la société française. L'ordre administratif constitué par les tribunaux administratifs et l'ordre judiciaire constitué par les tribunaux judiciaires ont finalement constitué le dualisme juridictionnel français contemporain. Par conséquent, un régime particulier de contrat administratif pouvait s'établir séparément des règles de contrat privé en France. 28. Mais en Chine, cette circonstance favorable ne s'est pas présentée pour le contrat administratif. Il ne peut qu'affronter directement des interventions et des révisions sur la théorie et sur la pratique des règles de droit privé. Par conséquent, le régime de contrat administratif en Chine ne peut que se clarifier et se construire constamment en s'associant étroitement avec les règles de contrat de droit privé. C'est un point clé à étudier en priorité. 29. 2. La double identité du gouvernement. En fait, il y a deux rapports créés par un contrat administratif, le rapport contractuel et le rapport administratif. Le gouvernement joue donc deux rôles, la partie contractuelle et la personne publique. Le rapport contractuel se base sur une conclusion valide d'un contrat, alors que pour le rapport administratif, même si c'est une conséquence inévitable du premier, il se trouve potentiellement hors du rapport contractuel. Dans la pratique, les jurisprudences administratives françaises concernées ont révélé que les juges administratifs soutiennent l'administration pour profiter des prérogatives n'ayant pas été écrites dans un contrat sous certaines conditions préalables telles que le principe de l'équilibre financier. C'est-à-dire, les prérogatives administratives ne peuvent pas se produire sur la base contractuelle, mais peuvent seulement être décidées par le pouvoir exécutif de l'administration. Ainsi, elles existent hors du rapport contractuel de droits-obligations. 30. Par conséquent, dans un contrat administratif, deux séries de relations juridiques peuvent se produire. La relation contractuelle créée par le contrat et la relation administrative décidée au fond par le statut permanent de la personne publique. La première étant un rapport relatif entre les parties au contrat peut être stipulé par les règles de contrat qui examinent si les actes des deux parties dérogent à leurs obligations, et s'il y a des préjudices causés par cette dérogation. La dernière est réglée par le droit administratif qui considère tout d'abord si les actes de l'autorité ont dérogé aux règles administratives, ou si elle a abusé de ses pouvoirs ou a excédé sa compétence. Ensuite, l'indemnisation sera une autre évaluation juridique selon les dommages causés par ces actes, même si ceux-ci restent légaux et conformes au contrat. Certes, il semble qu'une telle distinction théorique ne soit pas encore apparente dans le cadre du droit français de contrats administratifs, mais vu les jurisprudences administratives concernées, en général,
Les juges considèrent également les contenus contractuels donnés. Cependant, quant au droit de contrat chinois, le contrat administratif ne peut qu'affronter à tout moment un pur pouvoir administratif. 31. 3. Les sujets égaux ou la contrainte égale. Les civilistes chinois ont une préférence à mettre en avant le statut égal des sujets pour les rapports de droit civil dès la réforme et l'ouverture. Ayant pour but d'exclure l'application aux contrats administratifs, les rédacteurs chinois de la loi des contrats ont souligné à nouveau cette condition préalable en expliquant la loi présente ne s'applique qu'aux sujets avec statut égal. Par cette disposition, il semble que des contrats administratifs aient bien perdu leur base légale, car sous l'interprétation de la théorie dominante de la gestion en droit administratif chinois, évidemment le rapport entre l'autorité et ses administrés n'est pas égal. 32. Or, compte tenu du principe essentiel et universel de l'égalité devant loi, dans tous les pays de l'état de droit contemporain, le gouvernement moderne y devrait être inclus. Sous l'exigence du principe supérieur du droit administratif, soit la légalité, dans le cadre de la compétence juridique et de l'application du droit positif, les statuts juridiques du gouvernement et de l'administré doivent être égaux devant loi. Donc il n'y a aucun sens d'avoir mis une telle limite sur les statuts égaux des sujets contractuels dans le texte législatif en Chine. En fait, il existe un grand nombre de contrats conclus par l'autorité et ses administrés qui devraient être protégés par des règles correspondantes. 33. D'autre part, vu le rôle et la fonction du contrat lui-même ayant pour but de réduire les indéterminations au moyen des droits et obligations contractuelles, les deux parties peuvent également se prévoir et se contraindre. Ainsi, que ce soit le statut réel avant la conclusion de contrat, après la validation de contrat, chaque partie devra également exercer ses droits, exécuter ses obligations, et surtout, prendre ses responsabilités en cas de dérogation aux termes du contrat établi sauf en cas d'exemption légale. Autrement dit, une contrainte égale à chaque partie, c'est non seulement l'exigence inhérente de la relativité du contrat, mais peut-être aussi la plus grande valeur du contrat apportée au droit administratif. On peut se demander alors dans quelle mesure l'administration peut se saisir d'un grand pouvoir discrétionnaire, tout en laissant au contrat sa capacité de contrainte. 34. 4. Distinction relative entre pouvoir et droit. Il s'agit d'une proposition théorique discutée depuis longtemps dans le cadre de la philosophie juridique, spécialement sous l'influence de la Constitution des États-Unis, dans laquelle les législateurs ont distribué respectivement les deux notions différentes au gouvernement et aux citoyens. Du point de vue du droit positif, une telle distinction relativement claire entre les deux à certains égards aura probablement bien contribué à cadrer et à clarifier les questions confrontées par les contrats administratifs en Chine. 35. Par exemple, en dehors de la théorie du droit naturel classique et des droits de l'homme contemporain, le terme droit, dans le cadre du contexte juridique moderne, est celui qui a été généralement créé ou expressément reconnu par loi sous forme des normes législatives et des jurisprudences, telles que la propriété dans le Code civil français. Il peut être également créé ou reconnu par les promesses intentionnelles et mutuelles, sous la forme légale du contrat qui est soutenu enfin par loi, telle qu'une créance spécifique de contrat. Les pouvoirs qui ont indiqué une force supérieure de disposition signifient généralement d'avoir obtenu certaines identités dominantes à notre époque, telles que le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire étant distribués exclusivement aux organes nationaux. Pour simplifier la portée des recherches juridiques, il arrive parfois en conclusion générale que les droits sont l'objet principal pour l'étude de droit privé, alors que les pouvoirs sont l'objet principal pour l'étude de droit public. 36. Il semble que cette distinction reste imprécise en France, mais qu'en Chine cela représente probablement une doctrine influente dans la science juridique, même s'il y a aussi un consensus dans lequel cette distinction n'existe que relativement. En raison de la double identité susmentionnée, en tant que partie contractuelle, le gouvernement a les droits et obligations contractuelles tout comme l'autre partie au contrat. Mais en même temps, en tant que personne publique, il saisit ses pouvoirs administratifs sur les affaires sociales pour réaliser des missions gouvernementales. Ce sont essentiellement deux types de relations juridiques. Une relation absolue d'administration et une relation relative de contrat.
La première est soumise aux règles du droit administratif comme tous les rapports administratifs. La dernière devra être considérée dans le cadre des règles du contrat. 37. Certes, il n'est pas aisé de dissocier l'une de l'autre dans la pratique juridique, mais quant aux prérogatives administratives, qu'elles soient stipulées expressément ou non dans les clauses contractuelles, elles sont toujours saisies par la partie administrative qui par essence exerce ses pouvoirs administratifs. Celles sont soumises seulement aux règles propres de contrat, telles que la clause restrictive ou éliminatoire. Ils ne peuvent pas s'équilibrer de façon suffisante. Ainsi, il faut recourir aux devoirs légaux qui existent aussi toujours comme la méthode restrictive du pouvoir administratif, qu'il soit écrit ou non au contrat. Autrement dit, c'est la responsabilité administrative. 38. 5. La responsabilité légale et la responsabilité contractuelle. La théorie traditionnelle, qui explique au sens étroit le principe essentiel du droit administratif, soit la légalité, constate qu'une fois qu'un acte administratif se fait en vertu des dispositions du droit, même s'il a causé les dommages de l'administré ou d'un tiers, il reste légal et donc non blâmable. Les juristes là ont mis une prémisse. Puisque le gouvernement est le représentant et le défendeur de l'intérêt général dans une société donnée, ses décisions et ses comportements doivent toujours avoir pour but de satisfaire l'intérêt général. Il assume ainsi la responsabilité seulement en cas de dérogation aux dispositions impératives du droit. 39. Or, la théorie contemporaine de la responsabilité administrative a élargi la compréhension de la légalité administrative, avec la théorie du risque administratif et la théorie de la charge publique. Puisqu'il y a probablement un risque administratif à mener inévitablement par certaines activités du gouvernement envers ses administrés ou aux tiers, selon la première théorie, une fois qu'elles ont causé des dommages, que ce soit en base légale ou non, son auteur devrait être en mesure de les compenser. De plus, toute indemnité gouvernementale, dont la source de revenus provient de l'impôt public et de la finance budgétaire, seront partagés finalement par tous les contribuables et électeurs qui ont à payer pour le gouvernement qu'ils ont élu. C'est la théorie de la charge publique. Pour tout cela, dans le régime du contrat administratif français, les juges administratifs ont consacré également un mécanisme de responsabilité pour les dommages causés par l'administration, incluant le principe de l'équilibre financier, la théorie du fait du prince et la théorie de l'imprévision. En même temps, il peut profiter encore du système existant de la responsabilité contractuelle stipulée par le Code civil français. Par exemple, au cas où un acte administratif fautif, tel que l'abus des prérogatives, a causé la perte du cocontractant, l'administration devrait l'indemniser sur la base de la responsabilité contractuelle. De ceci découle que non seulement une dérogation au droit, mais aussi une dérogation au contrat, peuvent devenir la raison de la responsabilité d'indemnité du gouvernement. 40. Certes, les théories sur la responsabilité de l'administration devraient être analysées et clarifiées plus profondément, mais, au moins, tout cela pourrait s'adresser à une conclusion incontestable. La responsabilité pour violation du droit et la responsabilité pour violation du contrat ont été envisagées sous l'angle du fait générateur de la responsabilité et peuvent conduire pareillement au devoir d'indemnisation. En fait, les deux peuvent également être envisagés par le résultat objectif. C'est-à-dire la responsabilité d'indemnité à cause de dommages, peu importe que l'acte administratif générateur est licite ou non, ou même à déroger au contrat ou non. En fait, au fil d'une analyse rigoureuse et prudente, la responsabilité pour illégalité se trouve dans une condition préalable qu'il existe des dispositions légales concernées. C'est un rapport relatif entre le gouvernement et le droit administratif. Alors la responsabilité d'indemnisation est une relation entre le gouvernement et la victime. Son mécanisme correctif reste seulement l'indemnité pécuniaire envers les préjudices causés. Pareillement, dans le cadre du contrat administratif, la responsabilité contractuelle basée sur la violation de contrat est substantiellement un rapport entre chaque partie et le contrat. Ainsi son mécanisme correctif inclut l'exécution réelle ou la résolution du contrat. Et en même temps, si ce bouleversement a causé des dommages, il faudrait considérer la responsabilité d'indemnité précédemment évoquée.
C'est les trois facettes qui constituent ensemble la responsabilité dans le régime de contrat administratif. 41. 6. Le modèle chinois et ses nouveaux problèmes. Ayant clarifié les prémices théoriques qui traversent largement du droit administratif au droit contractuel, en retournant au système juridique particulier chinois, il y aura deux choix à opérer pour les législateurs chinois à l'avenir. Soit de contrôler les prérogatives administratives en important également les mesures correspondantes du système juridique français, soit d'écarter ces prérogatives en profitant des normes de contrat existantes en Chine. Pour une meilleure compréhension, il faut reconsidérer aussi certains problèmes du contrat administratif particulièrement liés au modèle chinois. Notamment le grand nombre de contrats pour les consommations diverses des organes publics, les contrats des entreprises étatiques à défaut de concurrence et de surveillance, les contrats d'immobilier devant la propriété publique des terres et le système des lettres et visites sous la prospérité économique. Tout cela devrait être observé à nouveau sous un régime plus sain de contrat administratif en Chine. Évidemment, à la fin, un système juridique indépendant et influent est indispensable. 5. Plan de la rédaction. 42. Dans cette perspective, cette étude se déroulera comme suit. Tout d'abord, il faut présenter la situation actuelle sur la transplantation juridique du contrat administratif du droit français au droit chinois, pour indiquer que le point clé des nombreuses controverses se trouve dans le régime des prérogatives administratives, chapitre 1. Ensuite, en remontant vers l'origine des prérogatives en droit français, il faut chercher et résumer leur contenu et leurs limites, leurs prémices théoriques et leur contexte juridique, chapitre 2. En même temps, vu un panorama de ce domaine, il faut observer aussi les mesures correspondantes, soit le mécanisme de protection visant à protéger le cocontractant, ses contenus juridiques et ses bases théoriques, chapitre 3. Tout cela arrivera à une conclusion que la Chine a pris seulement les prérogatives, mais a ignoré le mécanisme de protection. Tout cela constitue la première partie. 43. La deuxième partie commence d'une manière introspective. À mesure d'explorer et d'analyser des raisons variées de cette transplantation juridique imparfaite, telles que la tradition forte du droit public au sens de la gestion sociale, la culture profonde du devoir et de la puissance, et l'incoordination des droits internes, chapitre 4, il n'est pas difficile de trouver à quel point le mécanisme de protection est crucial pour la Chine. En outre, en réexaminant de façon combinée le droit administratif et le droit des contrats, il semble que les problèmes chinois sur des contrats administratifs pourraient également s'expliquer et se résoudre dans le cadre des règles contractuelles, chapitre 5. 44. Ainsi, il y aura deux choix pour les législateurs chinois. Soit de continuer à importer le mécanisme de protection du droit français pour un régime plus administratif, soit d'écarter les prérogatives en retournant aux règles du contrat pour un régime plus contractuel. En tout cas, il faut que la Chine renforce la réforme juridique vers un système plus indépendant et plus crédible pour un meilleur environnement juridique. Chapitre 6. La première partie, les prérogatives des contrats administratifs en Chine et en France. Chapitre 1, les contrats administratifs en Chine et leurs points clés. Section 1, le déroulement des contrats administratifs en Chine. 1. L'émergence des contrats administratifs dans le monde. A. Du contrat au contrat administratif. 45. En tant que notion essentielle en droit privé, le contrat a connu plus de 2000 ans d'évolution depuis le droit de la Rome antique. À notre époque, le Code civil français le définit assez clairement comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Ceci pourrait être considéré comme le modèle le plus classique dans les pays de droit civil. 46. Ainsi, même si le Code civil allemand n'a pas directement donné une définition sur le contrat, son article 311 alinéa 1 dispose que la création ou la modification d'un rapport d'obligation suppose l'existence d'un contrat entre les parties, à moins que la loi n'en dispose autrement. Cela signifie aussi que la nature de contrat est un acte juridique par lequel des personnes, physiques ou morales, pourraient créer ou modifier une relation d'obligation entre elles. Ceci est aussi une manière classique d'interpréter le contrat en pays de droit civil.
47. En Chine, la législation unifiée sur le régime des contrats n'a eu lieu qu'en 1999, soit la loi des contrats chinois, dans laquelle le contrat se définit comme un accord pour la création, la modification ou la cessation d'un rapport civil de droits et obligations entre des personnes physiques, des personnes morales ou d'autres organisations comme les sujets avec des statuts égaux. En considérant le contexte historique, les législateurs ont mis un accent particulier sur les sujets égaux dans les normes juridiques. 48. Tout cela révèle de certains éléments essentiels de la nature universelle du contrat. Le contrat est un consentement mutuel entre deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, qui se promettent d'agir conformément aux dispositions de la loi. Une des parties obtiendrait donc un droit, venu exactement de ce consentement, à réclamer la responsabilité contractuelle si l'autre partie ne respecte pas ses engagements. Comme le dit l'adage juridique, le contrat, loi des parties. 49. Dans une perspective globale, du fait du développement de la société humaine et de son aspiration à connaître des conditions de vie meilleures, la théorie dominante du droit administratif dans les pays avancés a été progressivement développée autour des services publics modernes et a profondément influencé le monde entier. De plus en plus de pays ont commencé à changer leur manière traditionnelle d'agir, en accordant une grande attention à la valeur importante de la négociation réciproque et de la coopération bilatérale, soit du contrat qui appartient traditionnellement au domaine du droit privé, ayant pour but d'atteindre mieux leur mission administrative. Ainsi, la puissance publique administrative invitait ses administrés à négocier ensemble sur certaines affaires sociales, avec une attitude tendant davantage au consensus, en se préparant à accepter à l'avenir les contraintes émanant du contrat. En prenant la méthode du contrat pouvant affiner et détailler les droits et les obligations de chacune des parties au moyen des clauses claires et légitimes, l'autorité publique a réussi à obtenir la confiance de ses administrés et à susciter leur enthousiasme quant à la participation. Par la suite, elle pourrait réaliser ses buts administratifs plus rapidement et plus efficacement avec un coût relativement faible par rapport au temps, l'énergie et l'argent dépensés. 50. Comme le juriste japonais Tatsukichi Minobu l'a proposé au début du XXe siècle, bien que le droit public et le droit privé aient respectivement leurs propres particularités et donc doivent suivre respectivement des règles différentes, cela ne nie pas le fait qu'il y a encore un cloisonnement entre les deux. Dans le cadre de ce cloisonnement, bien entendu, des règles communes pourraient s'appliquer. À proprement parler, le contrat administratif n'est pas une application des règles du droit privé au domaine du droit public, mais la soumission de certains rapports du droit public aux règles communes partagées avec le droit privé. B. La mise en place du contrat administratif dans les pays de droit civil. 51. À notre époque, les pays de droit civil représentés par la France et l'Allemagne ont généralement accepté l'existence et la légalité du contrat public qui se différencie du contrat de droit privé en le réglant par le droit positif. La gestion des affaires sociales faites par voie de contrat par la personne publique sera soumise aux principes et règles différents de ceux appliqués au contrat privé. En outre, quant au mécanisme judiciaire, les litiges et référés apportés par cette forme de contrat seront soumis à la compétence des tribunaux administratifs. 52. La France est dénommée la patrie du contrat administratif. À part certaines lois écrites telles que le Code des marchés publics, des jurisprudences extraites de nombreux arrêts administratifs et accumulées pendant de nombreuses années ont constitué un régime unique et sophistiqué de contrats administratifs. Par exemple, il a encadré les contrats signés par le gouvernement aux contrats privés et aux contrats administratifs. Traditionnellement, dans les domaines de l'achat des fournitures de bureaux et de la location des bureaux de travail, les contrats engagés par l'autorité ont été classifiés comme les contrats privés sous la compétence des tribunaux judiciaires en appliquant les règles du droit privé. Au contraire, dans les domaines des travaux publics, des concessions du service public, de l'occupation du domaine public et des ventes du domaine public, les contrats signés par l'autorité ont appartenu aux contrats administratifs sous la compétence de la juridiction administrative, en appliquant les règles du droit public. 53. En outre, en cas de stipulations imprécises ou de litige de la qualification,
s'il s'agit de conflits de la compétence, que ce soit acquis ou passif, il y aura encore le tribunal des conflits constitué ensemble par les juges administratifs et les juges judiciaires ayant pour fonction de discuter et de décider la juridiction finale. Surtout dans le domaine de l'économie, en évitant de faire des ordres unilatéraux et impératifs lors de l'exécution d'un plan économique, l'autorité passe souvent des accords avec les entreprises, leur apporte des aides diverses et leur fait changer certaines tâches du plan économique. Cela s'appelle en France la politique contractuelle du gouvernement. 54. En Allemagne, le contrat administratif s'est trouvé dans les ouvrages des grands historiens. Le juriste allemand Otto Mayer n'avait pas évité de discuter et d'analyser le prétendu contrat administratif dans son ouvrage connu, le Manuel du droit administratif, même s'il n'avait pas encore accepté cette création française qui combinait le contrat et l'administration. Pour lui, il semblait y avoir comme une antinomie entre les deux notions. 55. Néanmoins, un siècle après, les législateurs allemands ont spécialement ouvert un chapitre sous le nom de contrat public dans la loi fédérale sur la procédure administrative qui est entrée en vigueur le 1976. Il s'agit largement de la légalité, la catégorie et la forme, la modification, la résiliation et l'exécution immédiate des contrats publics, même s'il y a seulement 10 articles généraux et abstraits qui devaient être clarifiés et être interprétés dans la pratique juridique. C'est la première fois qu'un régime de contrat administratif a été installé expressivement par le texte de loi, lequel a créé un modèle nouveau et indépendant du régime de contrat administratif par rapport à celui du droit français. Le fait de codifier les contrats administratifs par une loi unifiée sur la procédure administrative est une manière assez répandue dans les pays et régions de droit civil. 56. La région de Taïwan, à cet égard, en tant que successeur de la République de Chine, a une longue tradition d'étude du système juridique allemand. Elle a ainsi établi un régime de contrat administratif en empruntant la voie de ce système, en énonçant les contrats publics dans la loi des procédures administratives de la République de Chine en 2001. En Chine continentale, les chercheurs en droit public ont aussi commencé à proposer une législation nationale de la loi des procédures administratives comme celle de l'Allemagne depuis 1986. Depuis ces dernières années, il a été rédigé de nombreux avant-projets et projets dans lesquels existe un chapitre particulier dénommé des contrats administratifs. Tout cela révèle une forte tendance de la Chine à construire son propre régime de contrat administratif en suivant en substance le modèle de l'Allemagne. C. La popularité des contrats gouvernementaux dans les pays de common law. 57. En raison du monisme de la juridiction dans les pays de common law, la distinction entre droit public et le droit privé ne sont pas clairement établies dans la pratique juridique. Cependant, cette différence existe quand même dans les recherches juridiques et reste préconisée par certains auteurs. La théorie classique n'a cependant pas encouragé cette distinction depuis l'époque de A.V. Dicey, qui prenait un gouvernement limité et contrôlé par les droits des citoyens. Le monisme juridique du système juridique a prévenu de l'éloignement des contrats publics et des contrats privés. Tous les contrats signés par l'autorité publique sont dénommés le contrat gouvernemental ou le contrat d'approvisionnement, souvent relatif aux affaires commerciales. 58. Dans la pratique, le contrat est aussi largement utilisé comme un outil ordinaire pour réaliser la mission gouvernementale aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il semble en revanche qu'un système spécifique du contrat administratif n'existe pas dans les théories dominantes du droit administratif, ou dans les législations comme celle de la France ou de l'Allemagne. Sous l'influence des valeurs fondamentales de la common law, telles que equity et due process, l'utilisation du contrat par le gouvernement dans le domaine public signifie qu'il s'agit d'un acte légal, édicté par un sujet de droit, comme tous les autres actes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.